Salut les amis, j'espère que vous allez bien. City qui a enfin remporté sa première Ligue des Champions de son histoire. Et quelle belle histoire. Donc déjà, je ne pense pas qu'il y ait une équipe qui méritait ça beaucoup plus que City dans cette Ligue des Champions. En tout cas, c'est vrai que les autres équipes se sont bien battues. Mais vu le parcours de City, vu leur jeu, vu comment ils voulaient la compétition en tout cas, vu comment ils se sont montrés dans cette compétition, je pense qu'ils ont tout le mérite d'avoir remporté cette Ligue des Champions. Je ne pense pas qu'il y ait une équipe ou bien des supporters qui vont venir mal parler d'eux. Je pense qu'ils ont bien joué leur foot. Je pense qu'ils ont donné leur cœur. Je pense qu'ils se sont mis à 150%. Et ça a fini par payer. City 1, Inter 0. Finale de Ligue des Champions. Et j'ai l'impression, enfin, je sais qu'il y a certaines personnes qui sont déçues par le match, qui se disent que, ok, bon, le match n'était pas aussi chaud que ça. Quand tu regardes le 4-0 contre le Real, tu regardes la finale, si là, ce n'était pas le même match, c'était ennuyeux, tout ça, tout ça, tout ça. Et ça, je vous comprends, mais vous n'avez pas compris le match. Bon, c'est vrai que les 4 dernières finales se sont terminées 1-0, mais celle-ci spécifiquement était beaucoup plus intéressante que au moins 2 des 3 dernières. Genre, il y a eu Paris-Bayern que Bayern a gagné 1-0. City-Chelsea que Chelsea a gagné 1-0. Et il y a eu Real-Liverpool. Des 3 matchs là, le seul match plus intéressant que celui-ci, moi je dirais que c'était encore quoi là? C'était peut-être le match de l'année passée, Real-Liverpool, là où les deux équipes attaquaient, mais ils ont eu de bonnes défenses pour empêcher les autres de marquer. Maintenant, arrivé dans le match d'aujourd'hui, c'est quand tu regardes City jouer day in, day out, tu te dis que ok, les gars, ils vont arriver pour massacrer, ils vont arriver pour ceci, pour cela. Le match sera chaud, bouillant, intense, machin. Mais rappelez-vous que ça, c'est une Ligue des Champions. Les équipes qui arrivent ici ne sont pas arrivées ici à pied. Et arrivés ici, ils ne vont pas se mettre à jouer comme les Zouaves et on va les taper 4-1 ou 5-1. Ça ne se passe pas comme ça. Je ne me rappelle pas de la dernière finale de Ligue des Champions où on a complètement nettoyé l'équipe adverse. Ça ne se passe pas comme ça en Ligue des Champions. Quand tu arrives en Ligue des Champions, surtout en finale, les deux équipes ont la compréhension de comment l'autre fonctionne et mettent les tactiques en place pour contrer l'autre équipe. Regardez, bon. Niveau formation, je vous ai dit dans mon avant-match que niveau formation, je pense que surtout City va devoir s'ajuster. Connaissant le 3-5-2 du Milan, City va devoir s'ajuster pour pouvoir contrer les ailes et tout et tout. Et dans la formation de City, déjà on n'a pas mis Walker. À la place de Walker, il y avait Ake. Bon, en défense, ils avaient Ake, Akanji et Ruben Dias. Les 3 défenseurs centraux. Les 2 de devant, Rodri et Stones. Maintenant, la particularité, c'était laquelle? Stones restait beaucoup plus sur l'aile. Il passait beaucoup de temps sur l'aile. Sachant que de ce côté-là, tu as un Di Marco qui peut te faire très mal. C'était Di Marco. Bref, sachant que tu as un ailier là-bas qui peut te faire très mal sur les contres. Il restait constamment sur l'aile pour pouvoir empêcher ça, pour pouvoir empêcher la largeur que l'Inter sait prendre sur le terrain. Et ça, c'était un petit ajustement qui était fun, que moi j'ai vu du côté de City, que je me suis dit que, ok, Guardiola, c'est pas seulement un gars qui dit qu'il est sûr de sa force et il entre dans le match sans réfléchir. Guardiola, c'est un coach réfléchi. Et maintenant, moi, je peux le mettre top 2 de coach de tout le temps parce que je peux le mettre top 1. Il y a quand même, c'est Alex Ferguson. Mais je pense que Guardiola mérite sa place de top 2. On a longtemps parlé d'Ancelotti, de Mourinho, de Zidane, tout ça, mais Guardiola a 2 triplés avec 2 clubs différents. On ne peut pas dire grand-chose. En plus, c'est pas seulement d'avoir les triplés, c'est la manière. Parce que l'Inter de 2010, ils ont eu les triplés, mais la manière n'était pas là. C'est-à-dire, ils ont gagné, ils ont souffert et tout. Guardiola, lui, ces 2 équipes qui ont fait les triplés, c'était les machines pour écraser seulement ceux qui rencontraient devant eux. Regardez la Ligue des Champions. Ils ont tapé le Bayern, ils ont tapé le Real, ils ont tapé Leipzig. En phase de poule encore, ce n'était pas aussi facile que ça. Donc, Guardiola qui est désormais dans mon top 2 de coach, je ne peux toujours pas le mettre devant Alex Ferguson qui a eu 13 Barclays quand même avec United, on ne peut pas quand même faire ça. Mais niveau tactique, c'était intéressant de voir comment Stones restait beaucoup plus excentré pour que Bernardo Silva aussi lui puisse venir faire le jeu avec les Gundogan, les De Bruyne, les Grealish et Haaland, ils essayent de faire le jeu. Ce qui était logique, mais comme je vous ai dit, ça c'est une finale. Le City ne va pas seulement venir ici et imposer le jeu, peu importe contre qui c'était, même si c'était contre, il y a une quelle fausse équipe, contre le Barça, City n'avait pas venu imposer le jeu comme ça là. Donc, finale de Ligue des Champions, City qui s'ajuste au jeu de l'Inter. Qu'est-ce que l'Inter fait faussement? Ils vont s'ajuster au jeu de City. Genre, la formation défensive de l'Inter, parce que j'ai dit dans mon avant-match que les gars sont un peu embrouillés, sont un peu partout au stade. La formation défensive de l'Inter d'hier, c'était, mais je vous dis, c'était une masterclass. Genre hier, quand moi je regardais le match, je ne sais pas ce que les autres voyaient, mais moi j'avais l'impression de voir un jeu d'échecs que
le coach s'est dit fait comme ça, l'autre coach a prévu ça peut-être, ou bien il est en train de donner des instructions pour contrecarrer le plan là sur le coup. Genre, c'était pas des histoires que une équipe vient, les gars roulent à travers la défense adverse, ils font ce qu'ils veulent. Non, les deux coachs ont bien réfléchi, ils ont bien pensé leur tactique. Défensivement, pour l'Inter, ils étaient en, disons, 3-5-2, mais la particularité dans le 3-5-2, c'est que quand tu as Dumfries et l'autre ailier, désolé, je ne sais pas qui c'est, je m'attendais à Gossens, mais je pense que c'était Di Marco. Et Di Marco, qui sont constamment là maintenant, défensivement, ils faisaient des ajustements. Au début du match, j'ai remarqué que le défenseur central du côté de Dumfries prenait beaucoup plus l'aile pour donner l'opportunité à Dumfries de créer le surnombre dans le milieu de terrain. Donc, parfois, ça se transformait en 4-4-2, parfois, ça restait en 3-5-2. La plupart du temps, ils étaient à 4 derrière parce que même parfois, quand Dumfries restait derrière, il y avait, et ça, je ne sais pas si beaucoup de personnes ont remarqué ça, mais Inzaghi s'est rassuré qu'il y ait toujours un joueur pour barrer Gundogan. Et ça, vous pouvez aller regarder le match. Parce que je vous ai dit avant, dans l'avant-match que tous les joueurs de City sont dangereux. Mais le gars à qui il ne faut pas laisser l'espace, c'est Gundogan. Gundogan, tu lui laisses un peu l'espace, il disparaît. Il se tourne, il disparaît. Il a la bonne passe à faire. Il gâte ton jeu une fois. Et c'est ce qui est arrivé sur pratiquement la première action d'Alan, là où on en a enlevé sur la main gauche. Gundogan qui prend le ballon, il essaie de déstabiliser du côté gauche. Le temps que les défenseurs viennent fermer trop tard, il donne à De Bruyne. De Bruyne donne à Alan et Alan qui a essayé de frapper. Même sur le but, Gundogan attire toute la défense d'un côté, sachant comment il est bon, les gars cherchent à le défendre. Et le temps que les gars se rendent compte que le ballon est de l'autre côté, Modric a eu une frappe simple, on va dire. On ne pouvait rien faire, mais je pense que l'Inter a fait vraiment un bon job de neutraliser Gundogan pendant la plupart du match. Après, le but qui est venu, il ne pouvait vraiment rien. Tu sais, quand tu es trop sous pression, ça peut finir par craquer. On en a été mal placé et tout et tout. Bon, Modric a mis une superbe frappe premier poteau. Et à partir de là, tu as l'impression que les joueurs de City ont compris. Même Guardiola a compris que ça ne sert à rien d'essayer de marquer le deuxième. Déjà, ça ne servait absolument à rien d'essayer de marquer le deuxième but. Parce que quand tu es contre une équipe comme celle-là, qui vous a montré qu'elles ont toutes les réponses défensives à vos propositions offensives, ça ne vaut rien dans une finale de Ligue des Champions de marquer un but à 60 combien de minutes, à 60 combien de minutes, et essayer encore de forcer pour marquer. De là, Guardiola a compris que ok, le match-ci, le mieux serait aussi d'essayer de défendre de mon côté sans trop mettre la pression devant pour tomber pour les contres. Sachant aussi que côté Inter, étant donné qu'ils sont menés, ils vont chercher à tout faire pour marquer. Ils ont mis les Lukaku, ils ont mis les Correa, ils ont mis, je pense que c'était Mkhitaryan en deuxième mi-temps. Ils ont mis plein de joueurs. Mais malheureusement pour eux, ils n'ont pas pu marquer parce que City aussi défend aussi bien qu'ils s'attaquent. Et je vous ai dit ça récemment que pour être une grande équipe, pour pouvoir gagner des titres, pour pouvoir gagner les championnats, il faut pouvoir défendre aussi bien que tu attaques. Tu ne peux pas seulement attaquer, la défense est vide, bien seulement défendre et l'attaque est vide et espérer gagner quoi que ce soit. Donc City qui a très bien fait ça. Maintenant, il y a les points noirs sur le match. Il y a quelques joueurs qui ont moins bien joué que d'autres, commençant par De Bruyne. Je ne sais pas... Je ne sais pas si quand Pogba est parti voir son marabout au lieu de Mbappé, c'est le nom de De Bruyne qu'il a donné. Parce que De Bruyne, c'est un joueur qui est fort, ça c'est sûr. Mais dans les matchs qui comptent le plus, son équipe ne peut malheureusement pas compter sur lui. Et moi, je trouve que c'est dommage d'avoir un joueur d'une aussi grande classe. Mais dans les matchs qui comptent le plus, ton équipe ne peut pas vraiment compter sur toi. Regardons par exemple le match contre le Real. Un De Bruyne en forme, c'était un 5 ou 6-0. Si De Bruyne donnait les bonnes passes à chaque moment, comme il donne souvent dans les matchs contre Arsenal et tout, c'était un 5 ou 6-0, mais le match de Bruyne contre le Real était moyen. Il a eu ça une ou deux passes D, mais à part ça, son match était plutôt moyen. Il n'a pas été à sa meilleure de forme quand son équipe avait le plus besoin de lui. Bon, pas le plus, mais ils avaient vraiment besoin de lui, mais il n'a pas donné son meilleur match. Et arrivé dans le match d'hier encore, après 30 minutes, il se blesse et il sort. Déjà, je ne sais pas, peut-être que c'est une malédiction, peut-être qu'il a donné toutes ses finales pour avoir une bonne carrière. Moi, je ne sais pas, mais ce n'est pas normal que De Bruyne se blesse chaque fois que City a un match important. Si les gars perdaient hier, c'est lui qu'on allait indexer. Heureusement pour lui, ils n'ont pas perdu. L'équipe s'en est plutôt bien sortie. City, ils ont vraiment un banc solide déjà. Je ne sais pas comment Guardiola a fait ça. Mais le gars se rassure toujours pour avoir les meilleures équipes où qu'il aille. Bon, c'est aussi normal quand tu es le meilleur au monde. Et puis, Haaland, il n'a pas été très influent. Comme j'ai dit, quand un défenseur central a monté pour barrer Gundogan, il y avait toujours deux derrière qui attendaient toujours Haaland qui le neutralisait. Les gars ne donnaient pas beaucoup d'espace derrière pour qu'il puisse courir. Parce qu'on sait que Haaland,
lui, sa force majeure, c'est sur les courses. Quand il arrive à prendre la vitesse, on lui donne un bon ballon en profondeur, il peut te mettre la main, essayer de frapper pour marquer. Donc, les défenseurs de City de l'Inter qui ont plutôt bien géré Haaland, on ne pouvait rien faire sur le but, comme j'ai dit. Maintenant, côté Inter, Lukaku. Je ne sais pas si ça, c'est l'une des pires entrées en Ligue des Champions que j'ai vu. Parce que le pire match, on est sûr que c'est Karius contre le Real. Ça, il n'y a aucun doute. Le pire match en finale de Ligue des Champions, c'est Karius contre le Real. Mais l'entrée de Lukaku donc ça m'a tellement déçu. Parce que je ne supportais pas l'Inter, je ne supportais personne. Mais je voulais voir un beau match. Et le meilleur des scénarios aurait été que l'Inter égalise et qu'on ait un penalty. Moi, voyant Lukaku entrer, je sais que, ok, ça c'est un animal, ça c'est un monstre, ça c'est un gars à qui si on donne seulement le ballon, surtout que l'Inter est en train d'attaquer là maintenant, si on arrive à le trouver dans les bons espaces, il va finir avec les goals adverses. Mais Lukaku, il a raté l'un des face-à-face les plus simples que moi j'ai vu dans l'histoire d'une finale de Ligue des Champions. Et il a aussi raté, il a encore raté quoi là? Ah non, il a bloqué la tête de son coéquipier, tout ça en moins de 2 minutes. Déjà, je ne sais pas comment il se sent là maintenant, mais ça fait vraiment mal et pitié pour un joueur comme Lukaku. Un joueur qui s'est battu, qui ne s'est jamais plaint de son poste de remplaçant. Il a toujours fait de son mieux pour aider l'équipe. Il a toujours essayé d'avoir la bonne mentalité pour pouvoir jouer avec ses coéquipiers. Mais arrivé dans le plus grand match, arrivé au moment le plus décisif, il n'arrive pas à prouver. Et il gâte même parce que la tête que son coéquipier a mise, moi je voyais ça entrer, mais il gâte même. Et la prochaine tête, il met ça littéralement sur le gardien. Certes, le gardien a bien réagi. Ça, je ne veux pas dire que le gardien a été... Bon, il a été un peu chanceux, mais il faut quand même la petite réaction. Là, il a quand même un peu bougé son pied. Parce que s'il ne bouge pas son pied, on ne sait jamais. Ça peut taper son pied, entrer. Ça partait sur son pied. Mais le mouvement là a renvoyé le ballon, ça c'est sûr. Mais Lukaku, seul comme ça devant les goals, finale de Ligue des Champions, tu ne peux pas te permettre de rater le jeu là. Déjà, même si c'est que tu es un prospect du Real, et on te voit rater le jeu là, on sait que tu ne peux jamais nous faire gagner une Ligue des Champions, Lukaku. Mais c'est vraiment triste pour Lukaku parce que c'est un joueur que moi j'affectionne beaucoup. Il a une go que beaucoup de gars affectionnent beaucoup, mais ce qu'il a fait hier, vraiment, c'était méchant. Et on comprend qu'il n'est pas fait exprès. Peut-être que c'était les nerfs, peut-être qu'il n'était juste pas en forme, mais arrivé à ce stade-là de la compétition, tu ne peux pas avoir d'excuses. Tu ne peux pas dire que c'est parce que tu as été nul. C'est tout ce qu'il a dit. Mais, all in all, belle finale, beau match pour moi. Moi, j'ai vu ça comme une partie d'échec. La plupart ont vu ça comme un match ennuyeux. Mais moi, j'ai apprécié le match. City qui a enfin sa Ligue des Champions. Ça fait plaisir pour eux. On va pas... Et puis, moi, je suis content en tant que fan du Real parce que ce sont les plus forts qui nous ont tapés. On n'est pas sorti en phase de poule contre l'Inter ou le Bayern. Donc, maintenant, la saison est terminée. On peut se concentrer sur le mercato, on peut se concentrer sur d'autres vidéos. C'était une belle saison. Malgré le fait que le Real ne soit pas arrivé en finale, c'est pas grave. C'était une belle saison, on a eu de beaux champions. Maintenant que j'y pense, les équipes italiennes sont au for 3 entre toutes les finales de cette année. Je ne sais pas comment ils ont fait ça, mais ils avaient 3 finalistes et ils repartent avec aucun trophée. C'est dommage, mais ça prouve seulement que le football italien est encore un peu inférieur par rapport au football des autres pays. C'est-à-dire, si c'était peut-être un Fiorentina contre Lille, là, peut-être qu'ils auraient gagné. Mais comparé au football anglais, comparé au football espagnol, le football italien est encore un peu en dessous. Maintenant, on a les qualifiés pour l'année prochaine. On attend les derniers qualifiés par les phases de qualification. Les playoffs, on va dire les playoffs. On attend les derniers qualifiés par les playoffs. Et quand le tirage au sort va venir, on va débriefer tout le tirage au sort, voir qui va gagner les groupes, voir comment ça va se passer, essayer de prédire un peu les groupes. Mais jusque-là, on va faire les actus mercato pendant les vacances. On va sortir d'autres vidéos. Genre outdoors après mes compos parce que je ne peux pas faire ça avant mes compos, ça me demande trop de temps et puis trop de planning. Donc on va faire tout ça sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez voir ces vidéos là. Et puis on se reprend, disons, la semaine prochaine pour l'actu mercato du Real en Europe. Et on va voir pour le reste. On est ensemble les amis. Prenez soin de vous. Peace.